suite de notre chapitre. À partir de maintenant, je vais utiliser, pour l'intégralité de ce chapitre, le petit cas Panimpli que vous avez trouvé à votre disposition. Je vais commencer par m'intéresser au niveau d'activité de l'entreprise. Une entreprise a deux types d'activités. Une activité de production, elle fabrique des biens, elle conçoit des services et les commercialise. Elle peut avoir aussi une activité de négoce. Elle achète des marchandises à des fournisseurs et le revend en l'état à ses propres clients. Alors attention de ne pas tomber dans un piège classique. Une entreprise peut être uniquement avec une activité de production, une autre entreprise peut avoir uniquement une activité de négoce, mais une entreprise peut très bien avoir les deux activités. C'est le cas de Panimpli. Si vous regardez tout au sommet du compte de résultat, vous avez le chiffre d'affaires qui apparaît, où il y a à la fois de la production vendue et à la fois de la vente de marchandises. Donc ne soyez pas surpris, ça peut être soit l'une, soit l'autre activité, soit les deux. On va commencer maintenant par calculer nos fameux soldes intermédiaires de gestion en les appliquant à l'activité. On va tout d'abord s'intéresser à la dimension activité de production. Pour ceci, eh bien, je vais estimer la production de l'exercice, la production de l'année. Celle-ci, vous ne serez pas surpris, va déjà comporter la production vendue, c'est-à-dire ce qui a été fabriqué durant cette année et qui va être vendu durant cette même année. Deuxième type de production, la production stockée, c'est-à-dire ce qui a été fabriqué cette année mais n'a pas encore été vendu, mais on espère bien le vendre les années prochaines. Et puis il y a une troisième production, moins habituelle, la production immobilisée, c'est-à-dire ce que l'entreprise a fabriqué pour elle-même. Par exemple, une entreprise de bâtiments et travaux publics peut très bien fabriquer un nouveau hangar, une annexe, une extension. Elle a créé ainsi une richesse pour elle-même. Elle a un patrimoine supplémentaire. Mais pour obtenir ceci, elle a dû utiliser des matériaux de construction, elle a dû utiliser de l'énergie, elle a dû également utiliser des matériels, donc les user, et aussi faire travailler ses salariés qu'elle a rémunérés. Regardons de plus près pour Panimpli comment on obtient la production de l'exercice. Je vous laisse prendre votre document, on va être tout au sommet du compte de résultat. On commencera par prendre notre production vendue. Attention à ne pas prendre le montant du chiffre d'affaires, mais uniquement la partie correspondant à la production. Ici, un peu plus de 5,6 millions. Un peu plus bas, je trouve le montant de la production stockée, 328 000 euros. Et encore, juste en dessous, la production immobilisée pour un peu plus de 28 000 euros. La somme des trois nous donne 5,9 millions d'euros de production de l'exercice, presque 6. Alors, oui, c'est bien, vous me direz, mais qu'en dire? Eh bien là, dans l'absolu, je ne sais pas si ces 5,9 millions, c'est une bonne performance, une mauvaise performance, si c'est suffisant ou non pour que notre entreprise puisse être pérenne. J'ai besoin tout de suite de développer des réflexes. Ces réflexes, il faut qu'on en ait trois. Le premier réflexe, ça va être de comparer dans le temps la manière dont notre production évolue. Par exemple, ici je vous représente un petit cercle bleu, c'est ce que représente ma production de l'année N-1. Voici celle de l'année N. Donc vous voyez là, visiblement, que pour moi la situation semble s'améliorer. Je vais dire que j'ai connu une croissance X% de mon activité de production d'une année sur l'autre. Plutôt une bonne nouvelle. Par contre, assez rapidement, je peux avoir besoin de comparer ma croissance à celle du secteur. Si j'ai augmenté ma production de 10% et que dans le même temps, eh bien, le marché lui augmente de 25%, je crois que je vais devoir relativiser ma bonne performance. Deuxième comparaison, me compare avec les autres. Parce qu'en effet, je peux avoir des concurrents. Est-ce que je suis sur un marché où nous sommes finalement tous de la même taille?
ou au contraire, je suis face à des gros concurrents. Donc, les affronter frontalement sur le même type de produit, sur le même type de business, n'est peut-être pas la solution qui me permettra de durer. Je reprends un exemple, nous voici en N, voilà ce que nous réalisons comme production, et voilà ce que notre principal concurrent, le concurrent 1, réalise. Vous voyez que là, visiblement, il y a une disproportion en termes de taille d'activité. Troisième réflexe à avoir, c'est une comparaison, mais cette fois-ci sur la composition même de notre production. Voilà par exemple la manière dont en N-1, ma production était composée. J'ai en bleu la production vendue, une part importante, visiblement, plus des 3/4 de ma production, une production stockée, relativement importante, et une production immobilisée qui est vraiment la part congrue. En N, et voilà la manière dont les choses ont évolué. Donc là, vous voyez que visuellement, la production de l'année N est supérieure, et semble même bien supérieure à celle de l'année N-1. Mais la surprise, c'est quand je regarde la composition. Vous voyez que dans cette production de l'exercice bien plus importante, eh bien la production vendue, c'est à peine plus de la moitié. Finalement, c'est peut-être très proche de ce qui se faisait en N-1. Par contre, la production stockée a littéralement explosé. Vous en avez, cette fois-ci, presque un tiers, voire même plus qu'un tiers du total. Donc, là, c'est peut-être pas la si bonne nouvelle. J'ai beaucoup produit, certes, mais j'ai pas tout vendu, loin de là. Peut-être y a-t-il des dysfonctionnements. Peut-être que j'ai des problèmes de commercialisation. Peut-être que j'ai des problèmes en termes de compréhension de l'attente client. Mon produit est peut-être maintenant un peu daté. 3 petits points. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Vous voyez là, l'analyse financière me fait mettre le doigt sur certains problèmes et peut-être rechercher les causes des dysfonctionnements. Ça, c'était l'activité de production. Maintenant, l'activité de négoce. Celle-ci va être caractérisée par un indicateur qu'on appelle la marge commerciale. La marge commerciale, voici comment elle se calcule. Je vais prendre mes ventes de marchandises, le chiffre d'affaires réalisé sur la vente de marchandises, et je vais lui retrancher le coût d'achat de ces mêmes marchandises vendues. Et j'insiste bien, vendues. Pour Panampli, quelle est la marge commerciale? Eh bien pour Panampli, je vais tout d'abord prendre la vente de marchandises, un peu plus de 1,9 million d'euros, et je vais enlever mes coûts d'achat des marchandises vendues. Attention, là quelquefois on a un piège lorsqu'on débute. Je vais prendre pour ceci le montant total des marchandises achetées dans l'année, mais faire attention que ces marchandises, peut-être que j'en ai acheté trop par rapport aux ventes, dans ce cas-là, une partie finit en stock, ou au contraire, j'ai déjà un stock issu de l'année précédente que je vais vendre, et ensuite, une fois ceci fait, je vais compléter tout cela par des achats de marchandises afin de répondre à la demande. Donc là, vous voyez, vous avez bien une logique qui est celle du compte de résultat, de se dire je prends en compte uniquement ce qui se passe dans le cadre de l'année en termes de vente, donc je regarde à côté qu'est-ce qui a correspondu à ce niveau de vente. Si j'ai acheté plus de marchandises que je n'en avais besoin pour ma vente, je vais confronter uniquement montant de ma quantité de vente, de chiffre d'affaires de mes marchandises vendues, auquel je fais correspondre le coût d'achat uniquement de ces marchandises qui ont été vendues. Le reste, ça sera pour plus tard. D'où le signe plus ou moins de la variation de stock. Quand on regarde maintenant Panampli, vous avez la chose suivante. 1,25 million d'euros d'achat de marchandises, ça c'est ce que nous avons réglé à nos fournisseurs. Mais visiblement, nous avions un stock par le passé. Ce stock a été écoulé en priorité. Il y en avait pour 180 000 euros. Donc la somme entre la variation de stock et l'achat de marchandises me donne la valeur des marchandises qui ont été vendues à mes clients. Si au contraire la situation était inverse,
et on sera amené à le rencontrer un peu plus tard, j'ai acheté plus que ce qui était nécessaire. Là, vous auriez alors le signe moins devant la variation de stock. Je ne prends donc bien en compte que la valeur de ce que j'ai vraiment utilisé durant la période. Revenons à notre calcul de marge. Maintenant que j'ai ces différents montants, je peux les rapprocher. Ma marge commerciale est donc de 532 505. Oui, me direz-vous. Oui, un peu plus de 500 000. Mais là, c'est bien, c'est pas bien. Comment je peux qualifier ceci? Effectivement, je vais aller chercher deux taux qui vont être des indicateurs de performance commerciale de négoce. J'ai tout d'abord le premier, qui est le taux de marge, et j'ai son cousin, qui est le taux de marque. Attention à ne pas les confondre. Ils sont très très proches, et en plus, le vocabulaire courant fait que le taux de marge est souvent utilisé en mettant la formule de taux de marque. Le taux de marge se calcule de la manière suivante. Je prends la marge commerciale, je la divise par le coût d'achat des marchandises vendues. On regarde un peu plus tard ce que ça signifie. Je fais mon calcul. La marge commerciale, 532 505. Montant du coût d'achat des marchandises vendues, c'est ce qu'on a vu juste avant. L'achat des marchandises auquel on a rajouté la variation de stock, un peu plus de 1,4 million. Le taux de marge est alors de 37,3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Lorsque mon entreprise a acheté pour 100 de marchandises à un fournisseur, la marge qu'elle a rajoutée lorsque ce produit est revendu à un client est de 37,2. Ce qui veut signifier également que le prix de vente du produit va être la somme des deux. Mon prix de vente est de 137,2. Là, vous avez la performance des acheteurs de l'entreprise. Plus un acheteur va être capable de travailler sur le coût d'achat et de réduire celui-ci, plus il va avoir une marge commerciale importante qui va être dégagée. Avec 37,2%, je suis avec la performance de mes acheteurs que je peux comparer, même réflexe que précédemment, d'une année sur l'autre, mais également que je peux tenter de comparer avec celle de mes concurrents. Plus le taux de marge est élevé, plus je vais avoir une performance à l'achat importante. Maintenant, voyons le petit cousin, le taux de marque. Le taux de marque, je l'obtiens en prenant cette fois-ci toujours ma marge commerciale, mais en la divisant par le montant des ventes de marchandises. Pour Panampli, toujours 532 000 de marge commerciale et des ventes de marchandises d'un peu plus de 1,9 million. Ce qui nous fait un taux de marque de 27,2%. Comment est-ce que je vais interpréter cela? De la manière suivante. Je vais dire, lorsque je vends un produit 100 à mes clients, ce prix de vente de 100 est alors décomposé en deux éléments. Une marge commerciale de 27,2 et un coût d'achat de 62,8. Quand je suis avec le taux de marge, je mesure la performance cette fois-ci des commerciaux, des vendeurs de l'entreprise. Parce que finalement, quel va être leur rôle? Leur rôle, c'est que face à un client, ils vont défendre la marge commerciale. Le client va, entre autres choses, tenter de faire baisser le prix du produit qu'il souhaite acheter. Et notre commercial, va tenter, comme il peut, de sauver la marge commerciale dans la négociation. Ce pourcentage de 27,2 nous dit quelle est la performance en moyenne à la vente de nos commerciaux. Et plus ce taux de marque est important, plus on peut penser qu'on a une fonction commerciale qui se débrouille plutôt bien. Toujours les mêmes réflexes, comparaison dans le temps, comparaison avec les autres.
Voilà, dans cette petite vidéo, on a pu comme ça confronter les deux indicateurs importants, l'un pour la production de l'entreprise, l'autre pour le négoce de l'entreprise. Merci de votre attention.